Samedi le 28, ben oui, je vais vous parler de la réserve de sirop d'érable, je vais vous parler de Montréal, la pire ville au monde. Oui, monsieur. Madame aussi. MX aussi. La fin de la montée en pause, je vous ai parlé, et la fin de la malbouffe peut-être. L'assurance emploi en France, hey, ça coûte cher en tabarnouche. Hein? Le panier bleu, Fitzgibbon commence à trouver des excuses. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Quoi d'autre? Les menaces de la STM et des maires. Hein? Les États-Unis vont bien. Il y a une nouvelle, il y a une autre faillite à cause des bières artisanales. Un bon show. Soyez-vous tranquillement. Et on passe ça tout de suite. Vous autres, vous ne le savez pas, parce que vous êtes policier à côté de moi. Je viens de recommencer l'enregistrement après 2 minutes. J'avais utilisé pour la première nouvelle un mot que j'étais pas à l'aise, parce que ça pourrait porter à confusion. Hein? Apple aurait, je m'en allais le dire encore, aurait utilisé un brevet qui n'aurait pas le droit dans sa montre. Là, imaginez-vous le mot que je ne veux pas utiliser, là, qui commence par V, que j'ai peur. Donc, peur de me faire taper ses doigts. Donc, Apple aurait brisé un brevet. Et là, il y a 2 choix. Soit qu'il paye, en ce moment, il a perdu en cours, par rapport au taux d'oxygène dans le sang. Donc là, il y a 2 choix. Soit qu'il paye, soit il ne peut plus vendre la montre sur le marché. Ou qu'il s'en tourne en cours pour dire non, ou qu'il fasse une modification par un code. Donc, ça se peut qu'on ait un update dans notre montre bientôt. À cause de ça. Hein? Donc, c'est pas vrai. Apple, Samsung, puis tout, ça se bataille. Tu sais, quand vous parlez de brevet, puis je vous dis souvent en affaires, un brevet, ça vaut ce que vous êtes prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Ça marche pour les grandes entreprises. Là. Mais nous autres, les petites entreprises, là, quand vous me parlez, hey, j'ai fait une bouffe, là, on va te faire un brevet là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous pensez que j'en pense? Hein? C'est ça que ça vaut un brevet, mais ça, pour les grandes entreprises, ça vaut beaucoup d'argent. On parle de milliards, mais pour vous autres, votre petite recette là, au bleuet, là, avec l'érable chauffé à 112 degrés, là, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Hein? 20% de moins de malbouffe quand les gens prennent de l'Ozempic. Hein? Ici, c'était ça, la solution des temps modernes. Hein? Idéalement, là, on se lève le matin, on prend pas de jus d'orange, on prend un café, on va jeûner, hein? 18 heures par jour, 16 heures par jour. Sinon, ben, on va prendre des bleuets, du chia, du lait d'amande, des avocats. Mais on vit dans un monde qui est différent. On a le goût de manger une pizza. Ça n'existait pas, ça, dans le temps qu'on était tout nus dans le bois. Là. Donc, mais si c'était ça, hein? Si c'était ça pour avoir du fun à manger, parce qu'il reste que c'est le fun de manger. C'est pas le fun d'engraisser, personne n'aime ça engraisser, tout le monde veut maintenir un poids santé, mais maintenir un poids santé, c'est une job hand and a half. Hein? Regardez, cette semaine, on a testé des Rice Krispies au popcorn. Oubliez ça, là. On a déjà la boule de popcorn, puis je comprends pourquoi faire qu'elle est populaire. C'est bon en tabarnouche. Bon, on s'entend, ça n'existait pas, ça, dans le temps, qu'on ne devait pas manger ça. Mais c'est maudit que c'est bon. Ça fait du bien au moral quand tu as une mauvaise nouvelle. Non, tu te tiens loin de ça quand tu as une mauvaise nouvelle. Hein? Tu te tiens loin de l'alcool, tu te tiens loin mais peut-être que tu te rapproches un peu, mais maudit que c'est bon. Ben, c'est peut-être ça la solution. Hein? On va dire que c'est facile, mais on vit dans un monde qui est facile. On vit dans un monde où on consomme la nouvelle d'une façon rapide. On vit dans un monde différent. Et ça se peut qu'Ozempic soit la solution à notre rythme de vie et la façon qu'on mange, tout simplement. Donc, c'est intéressant à voir ça évoluer parce que ça évolue très vite. Hein? Très vite. Et l'assurance emploi. Bon, en tant qu'employeur, on paye des assurances. Hein? J'ai regardé. Tu sais, quand on a un salaire, là, mettons qu'on paye quelqu'un 20$ de l'heure, ben, il y a des charges sociales, déduction à la source. Donc, c'est tout ce qu'on enlève qu'il faut envoyer au gouvernement. Ici, c'est quand même élevé, qu'on va dire. Donc, je n'ai pas le salaire ici, là, mais c'est un exemple. Un exemple ici d'un employé qui a un salaire. Hein. Mettons que vous payez 200$ d'assurance chômage par une semaine de 2 payes, par deux payes.
Ben nous autres, l'employeur, on va payer 1,4 fois. Là, vous allez dire, Colin, c'est élevé. Hein? C'est sûr que c'est élevé. Hein? Donc, l'assurance emploi est là pour être utilisée. Puis, on la paye. Hein? On la paye nous autres mêmes au cas qu'on vous mette dehors. Hein? C'est ça. Hein? En France, vous savez, c'est quoi ce taux-là? De 4,04. Je ne sais pas comment ils font les entreprises françaises pour arriver. Je ne sais pas. Il y a tellement de charges sociales, là. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, nous autres, on a de la misère à payer ça, 1,4. C'est tough, là. On le fait. Ça fait partie du rôle de l'entreprise. Tu sais, des fois, vous pensez, les entrepreneurs, on ne joue pas de rôle dans la société. Ça en est un, ça. Faire notre part pour l'assurance emploi. Hein? Nous, on donne des jobs, puis il faut payer au cas qu'il n'y ait plus de job. C'est ça que ça veut dire, là. Donc, dès que tu embauches quelqu'un, tu prévois déjà que tu vas, que si jamais tu le congédies, ben c'est toi qui payes pour son congédiement, imaginez-vous. Hein? Ben c'est à peu près ça que ça veut dire. En France, c'est 4,04, ils veulent le réduire en bas de 4, je comprends, tabarnouche. C'est pas le bon piton partout. Puis puisque c'était pas le bon piton, j'ai le droit à une autre pause. Moi, j'ai quitté mon panier bleu et je n'ai pas su le rendre heureux. Hein? Ça a l'air que Jean Coutu, Celle et les autres le veulent. C'est la réponse de Pierre Fitzgibbon. Hein? Il dit, écoute, je pense que Jean Coutu est déjà sur Internet. Il dit, on a aidé les entreprises. Il parle déjà au passé. Hein? C'est normal parce que le panier bleu est appelé à disparaître. Il n'y a aucune raison que le panier bleu existe encore. Hein? Puis là, il a parlé parce qu'il a dit, ouais, mais il n'y a pas de PDG. Ils sont capables de livrer. Là, la gang qui sont là, il y a des gens compétents. Ça, c'est des réponses. Et ce que j'ai aimé, hein? Il dit, écoute, est-ce que c'est le rôle de l'État? C'était le rôle de l'État d'aider les gens. Le problème, c'est que c'est plus une compagnie, c'est une compagnie subventionnée par l'État. Mais ils ont fait une entreprise à but non lucratif, Agora. Donc, ça appartient plus à l'État, ça. Puis ils parlent comme si ça y appartenait encore. Vous voyez? Hein? Parce que c'est financé à tour de bras par le gouvernement. Le gouvernement avait mis 20 millions au début, un autre 4 millions, probablement qu'ils en ont mis d'autres, on va le découvrir. Mais qui utilise ça? Jean Coutu, vraiment, a besoin de se faire connaître par le panier bleu. Cell a besoin vraiment de se faire connaître. Ça aide les ventes de Cell. Le fait qu'ils sont sur le panier bleu puis ils veulent l'avoir. Sincèrement, tu sais. J'ai jamais eu une vente partie du panier bleu. Vous allez me dire, t'es pas là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut se rendre compte que ça n'a jamais servi à rien. Que c'était même pas une bonne idée au départ. C'était, vous vous souvenez que ce qu'ils veulent faire au début, c'était de la mutualisation. Ça vient de mon ami, j'imagine. Il n'est plus mon ami, mais on a déjà été. Alexandre Taillefer, qui parlait toujours du mot mutualisation. Des fois, c'est bon, parce que regardez, la mutualisation des entreprises privées, là, pour les mettre tout ensemble, ça ne marche pas, parce qu'à un moment donné, tout le monde tire la couverte de son bord. Mais bon, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Il a dit, c'est un outil, si on a aidé les entreprises à partir de leur site web, on était un outil pertinent. On a gagné. T'as rien gagné, mon chum. Okay? On a tout perdu. Vous avez fait rire de vous autres pour vous montrer que ça n'avait aucun bon sens que vous allez jouer dans le commerce de détail. Comme ça n'a pas de bon sens que vous soyez dans le vin, mais bon, vous avez décidé d'y être, on va vous laisser celui-là, mais vous faites fermer des petits cavisses parce qu'il n'aurait pas respecté le nombre de chips. Il faudrait qu'il donne plus de chips par rapport à la bouteille. On s'entend. Paquet de niaisage. En parlant de mutualisation, cependant, où est-ce que ça a bien du bon sens, puis à un moment donné, il faut faire ça se rendre compte que c'est ça. La Société de transport de Laval, Société de transport de Longueuil, Société de transport de Montréal, la grande agglomération. Hier, j'étais sur la route et j'écoutais les nouvelles. Exo qui annonce « Hey, t'as envie de chercher une paire de lait? Ben oui, on va prendre l'autobus. » Hey, c'est-tu ça des pubs? Les pubs sont tellement niaiseuses, là, sincèrement. Là. Je sais pas. Tu sais, tu regardes leur budget de dépenses en pub, là. Ça n'amènera pas des gens. Moi, j'écoute ça, je suis dans mon auto, je me dis, hey, la prochaine fois, je vais chercher une paire de lait. D'ailleurs, il faut toujours habiter à côté d'un dépanneur. Moi, c'est ma référence quand j'achète une maison. Là. Ils n'achètent pas souvent, mais il faut qu'il y ait un dépanneur proche. Il faut que je marche au cas que je vais avoir une paire de lait. Ils n'achètent pas, mais s'il n'y a jamais quelqu'un qui vient chez nous et dit, je prendrais bien un café avec du lait. Mon marché, je vais aller le chercher. Mais tout ça pour revenir que ça serait le temps qu'on fasse la mutualisation. Il n'y a pas d'argent. Et le ministre Guilbeault a dit, moi, je ne donne pas plus que 250 millions. Il est déjà rendu, je pense, à 500 millions. Les maires menacent. OK, on va le fermer à 11h le soir.
Le match du Canadien, il n'y aura pas d'autobus, il n'y aura pas de métro. Hein? Il n'y aura pas de ça. Non, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et pendant ce temps-là, ils continuent d'embaucher dans les bureaux. Cette pause-là était voulue pour que ceux qui l'écoutent en podcast essaient de comprendre ce qui se passe avec le son. Mais ils continuent à embaucher. Tu sais, à un moment donné, il a arrêté de menacer la finalité. Là. Hein? Commencez par régler les bureaux, commencez à régler les garages, commencez à vous mettre ensemble. Le problème, il n'y a pas personne qui va se mettre ensemble. Il va falloir que la ministre elle dise « OK, c'est terminé. Vous êtes une région, un autobus. Hein? Un autobus. Regardez, il y a des autobus qui roulent peut-être pas à Laval. On a peut-être besoin à Montréal. C'est la même chose à Longueuil. Il faut tout mettre ça ensemble. Quand on achète des autobus, on les achète ensemble. On a un gros garage qui a coûté 700 millions. C'est pas fini. Là. Ah oui, tout ça dans le gros garage, puis c'est fini. Là. Non, mais il faut changer. Puis honnêtement, tu le vois que le ministre Guilbeault, c'est pas une gestionnaire. Tu sais, comme gestionnaire, à un moment donné, tu mets ton pied à terre, tu dis, c'est assez. C'est assez. Je t'en donne pas, montre-moi, fais ton travail. Quand on avait le centre d'appel, Georges puis moi, hein, on disait, écoute, on a trop de staff, faut en couper. On coupait pas dans le service à la clientèle, on était payé pour ça. Mais tout ce qui encadrait le service à la clientèle, les gens qui travaillaient dans les rapports, les gens qui faisaient de l'écoute, notre ratio était trop élevé, fait qu'on disait, il faut couper. Des fois, il fallait couper facilement 20-30 personnes. Oui. Demandez à chacun, dites-moi qui vous allez renvoyer. Personne, on a tous de besoin. Fait qu'à un moment donné, on disait, OK, parfait, il y en a 20. Vous avez 1 heure, trouvez des noms. C'est pas chien, là. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y a des gens qui servent à rien dans l'organisation, il faut les tasser. Ça se peut que ça se termine en congédiement. C'est pas d'être chien, c'est de s'assurer de la pérennité d'une entreprise. On ne coupait pas le service à la clientèle. Jamais. C'était notre bread and butter. S'ils coupent le service à la clientèle, c'est parce qu'ils sont trop paresseux pour faire ce qu'ils doivent faire dans l'administration, et voir comment on peut se mettre ensemble, avoir 3 PDG, avoir 3 services de communication. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Là. Vous m'écoutez, vous dites, ça a du sens. Bon, c'est parfait, c'est réglé. Fait qu'on flush ça les 3. Tiens. C'est fait, on vient de flusher. C'est facile, tu sais, régler des problèmes. Là, on vient de régler un problème. On met ça ensemble, congédie 2 présidents, lequel qui part? Ben, c'est ça. Ils vont se battre dans une arène. Il y a bien Justin Trudeau qui l'a fait avec Patrick Brazeau, puis il y avait Elon Musk qui l'a fait avec Mark Zuckerberg, qui finissent ça dans l'arène, eux autres aussi. Un threesome là-dedans. Là. Hey, Montréal, champion de la qualité de vie. On a une maudite belle qualité de vie à Montréal. Ça, on est champion numéro 1. Pour ce qui est de la productivité, ça, on est les pires. Hein? Tu sais, t'es-tu déjà promené à Montréal? Hein? Ça sent le pot en tabarnouche. Fait que c'est facile de comprendre. Là. On est zéro productif à Montréal, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi qu'on est zéro productif à Montréal? Peut-être parce qu'on est toujours pris en trafic. Peut-être que c'est l'attitude de la mairesse, hein, que tout est laissé aller. Que quand tout est beau, la vie est belle, les plantes, le climat, tout ça c'est beau. Hein? Mais il est où le sentiment? Ça part toujours d'en haut. Il est où hein, la mairesse qui travaille pour nous autres, qui va se lever le matin, celle qui va nous faire rêver, qui va nous régler des problèmes pour amener un dynamisme. Mais quand tu vois ça, moi, je n'ai pas le goût de me défonce pour mon entreprise. Je pense pas à la Ville de Montréal pour la faire rayonner, puis de toute façon, elle n'est pas installée ici, là. Mais je pense pas à ça. Je pense à autre chose. Mais si on avait une mairesse qui avait du torque, probablement que ça serait différent. Hein? Tu sais, qui mettrait son pied à terre. Puis regarde, la STM, nous autres, on va l'arranger. Ils sont pas capables, on va aller le faire, le ménage. On va vous le montrer. Hein? Dans un cas comme ça, j'aimerais voir comment Denis Coderre aurait réagi face à la situation actuelle. Hein? Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un maire ou une mairesse à Montréal qui est capable de mettre son pied à terre. Donc, c'est pour ça qu'on est parmi les moins productifs. Et le moins productif inclut aussi les employés de la ville, bien entendu. Hein? Bien entendu. Bon, la réserve de sirop d'érable. On va parler de ça. C'est un sujet que je connais un petit peu. Hein? Une petite affaire, puis on va regarder quelque chose ensemble. Hein? J'étais-tu comme ça depuis tantôt, moi? Ça ici. OK. Ceux qui ne le voient pas, là, je vous présente les états financiers de ça, c'est dans 2000... Bon, c'est pour les... OK. 2023. 1er juillet 2023. Les ventes de sucre Lantic. C'est public, c'est une compagnie à la bourse.
Les ventes de sucre versus les ventes de Maple Product. Ils ont acheté beaucoup, beaucoup de compagnies à gros prix et ils se sont endettés. Ils ont 222 millions de assets, d'actifs dans le sirop d'érable. C'est énorme par rapport au sucre qui est 911. On pense à sucre Atlantique, là. Donc, regardez, c'est 15% de leurs actifs, c'est du sirop d'érable. Ils ont acheté des énormes érablières. Regardez les revenus maintenant. Hein. De 200 millions de revenus dans le sucre, 54 millions de revenus dans le sirop d'érable. Et si on continue comme ça, ils font un peu de profit, 13 millions de profit, moins la dépréciation. Donc, ils ont des dettes. Ils ont des dettes en tabarnouche. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sucre Atlantique est un des grands acheteurs. Dans le fond, au Québec, là, il y a un paquet de petits joueurs comme moi. Il y a des petits joueurs. Il y a des petits joueurs comme moi. Il y en a des plus gros que moi. Hein? Et il y a les monstres. Les monstres sont Citadel. Sont Bernard. Bernard qui est acheté par une compagnie, je pense, du Danemark. Et il y a Sucre Atlantique. Ces gens-là contrôlent 80% du marché du sirop d'érable au Québec. Eux se sont fait une réserve. La réserve est vide. Là. Il n'y a plus de sirop dans la réserve. La réserve qu'on nous a tant vantée sur la gestion de l'offre, elle est complètement vide. On l'a vidée, tout simplement. Ce que j'ai parlé, parce que j'ai passé, ça fait 2 jours que je suis au téléphone avec différents producteurs, avec différents organismes. Il y a beaucoup de gens, des producteurs de sirop d'érable, qui gardent leur baril, qui font un deal. Mettons avec moi. Écoute, comment tu m'en achètes? Ben, je vais t'en acheter 8 par semaine. OK, parfait. Donc, je ne les enverrai pas dans la réserve. Pourquoi ils ne veulent pas les envoyer dans la réserve? Parce qu'ils ne seront pas payés aussi rapidement que s'ils font un deal de gré à gré avec un autre. Déjà là, c'est un problème parce que la réserve est supposée être là pour tout le monde. Tu embarques dans le système de gestion de l'offre, tu envoies tes barils, ça devrait être obligatoire en partant. Vous voyez comment quelque chose qui se veut bien, les gens trouvent toujours des trous parce que, OK, ils ne se font pas payer assez vite. Bon, parfait, ils le gardent chez eux. Premier problème, parce que là, moi, je ne peux pas m'approvisionner ou je m'approvisionne de sirop d'érable en ce moment. Là, j'en ai acheté assez pour 2 mois. Mais là, il faut que je trouve une solution. 2 mois, ça va m'amener à mi-Noël. Donc là, il faut que je trouve une solution là, hein, déjà. J'ai fait des appels. M'a fini par en trouver une solution. Il n'y en a plus au Nouveau-Brunswick non plus. J'attends des appels de certaines places au Québec. Il ne reste pas beaucoup de sirop bio. Il en reste à peine 24 000 barils. Ce qui est peu. Hein? On avait 100 millions de livres. En sirop en biologique, c'est 15 millions de livres qui restent. Donc, à peu près 24 000 barils qui restent. C'est un problème. La façon que la réserve est gérée est problématique. La façon, regardez, là, on a mis des contingents au fil des années. C'était pas assez, bien évident, hein? Parce qu'on devrait avoir une réserve de 2-3 ans. C'est toujours ça qu'on voulait. Puis même, on devrait viser même 10 ans d'avance dans le sirop d'érable. Ça se garde. On ne l'a pas fait. Donc, en ne le faisant pas, on se ramasse avec une pénurie. Le Québec n'a pas le droit de manquer de sirop d'érable. Ils se sont vantés pendant des années que leur système de contingent était pour protéger ça. Protéger l'industrie, de toujours avoir une réserve pour être capable d'alimenter les marchés mondiaux. Les marchés mondiaux qui ont descendu cet été en plus. Donc, le sirop, il est là quelque part. Les gens se sont fait des réserves. Là, vous allez me dire, François, fais-toi une réserve toi aussi, ça coûte cher. Hein? Un baril de sirop d'érable coûte 2300$. J'ai pas, moi, 250 000$ pour acheter 100 barils d'avance, là, ou 1000, je sais pas. 1000 barils d'avance. J'ai pas cet argent-là, moi. Donc, comme bien des je l'achète à mesure de la fédération, là, il n'y en a plus. Donc, il faut que je m'organise déjà d'une autre façon, ce qui n'est pas facile. Hein? C'était pas prévu. Et là, en achetant du bio, ben, ma structure de coût ne fonctionne plus non plus. Donc, le modèle est brisé. Le modèle est tout simplement brisé, puis il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si le ministre Lamontagne va réagir. C'est déjà décevant que tout le monde n'a pas réagi. Tout le monde ne l'a pas annoncé, qu'il a fallu que c'est moi qui en parle, parce que j'étais directement impliqué, mais qu'il n'y a personne qui a osé en parler, que, regarde, on est dans le trouble. Hein? Dans le trouble veut dire, on lance un appel à tous. En ce moment, il devrait y avoir des gens qui lèvent la main pour dire, moi, je vais t'en prendre un autre 5000. On devrait lancer un appel à tout le monde, quota, pas quota, il faut remplir la réserve. Ça se passe pas. Est-ce que c'est chacun au Québec, ça? Notre richesse. On parle, vous m'écoutez régulièrement, vous m'entendez parler de création de richesse. L'importance de créer de la richesse, l'importance d'être ouvert, mais on vient mettre des systèmes de gestion de l'offre. Je suis jamais d'accord avec les gestions de l'offre, vous le savez, mais je suis capable de vivre avec
quand il n'arrive pas des situations comme ça. Ce qu'on a besoin au Québec, c'est une réserve. Une seule place, t'appelles, tu as toujours du sirop d'érable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, il y a une gestion de contingent et il n'y a pas assez de monde. Là, maintenant, il est trop tard quand même que tu demandes aux gens, parce qu'il faudrait que tout le monde qui a des petites érablières fournisse un baril, 2 barils, 5 barils, puis à un moment donné, le lot va monter, mais ça ne se passera pas parce qu'ils ne sont pas sous contingent. Eux autres, il faut tout le temps, non, il faut passer le contingent. C'est le temps de le laisser tomber. Ça n'arrivera pas, là. Mais on peut le voir que ce système-là n'est pas fonctionnel. Les systèmes parallèles inventés par les producteurs pour être assurés d'être payés plus rapidement ne fonctionnent pas non plus parce qu'ils ne veulent pas l'envoyer en entrepôt, ils ne seront pas payés. Donc, ils aiment bien mieux de développer leur propre mise en marché à eux, puis ils vont être capables d'être payés plus rapidement. Mettons qu'il y en a un qui m'appelle, là. Moi, je suis encore ouvert, genre, je veux avoir du sirop. Donc, si vous connaissez un producteur qui a des barils sous contingent, pas 10, 12, une coupe de canne, là. Quelqu'un qui a des centaines de barils de disponibles, on va regarder. Mais c'est ça qu'il faut revoir. C'est pas normal. Si c'est normal, il faudrait que ce soit déclaré à la réserve qui sont chez un producteur, puis lui devrait dire j'en ai encore à vendre. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais cet inventaire-là devrait être tenu. Comme quand j'appelle, il va dire on peut pas on n'a plus en réserve, mais appelle Jean-Paul, il y en a encore 250 barils en réserve. Ça serait un bon compromis quand même. Mais que les 3 grands, ramassent tout le sirop, l'emmènent chez eux. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais est-ce que la réserve, il y avait le droit de le laisser faire comme ça? C'est sûr que les producteurs veulent être payés parce que tant que le produit est en réserve, il n'est pas payé. Donc, c'est certain que les producteurs vont dire, ben oui, écoute, l'Antique en veut, hein, il va nous payer éventuellement parce qu'il y a une partie de crédit là-dedans aussi. Donc, vous voyez comment tout ça doit être vu d'une façon normale, d'une façon qu'on ait l'inventaire de tout ce qu'il y a au Québec, non seulement dans la réserve à Plessisville et à Louisville, mais dans les réserves, dans les autres petites réserves à travers le Québec, parce que là, on ne le sait pas tout simplement. Tout le monde garde sa petite réserve et développe ses marchés. J'ai pas de problème à développer un marché avec un producteur que je connais et qui est capable de me fournir. Ça va me faire plaisir de le faire. Il faut juste que je le connaisse et c'est pas évident de le trouver. Hein? Pas évident de le trouver. Finance. Ben, il y a une autre compagnie qui vient de faire faillite, elle s'appelle Le Maître Emballage Durable. Elle fait 2 choses. Elle fait des lavages de bière pour les Molson et tout ça dans une usine ultra sophistiquée et une petite usine qu'elle avait lancée pour les bières artisanales. Les bières artisanales, ben, on a parlé souvent de Tite Frette, il est toujours dans les journaux. Beaucoup de fabricants de bières artisanales en arrachent. Ben, lui, il avait bâti une usine de laver les bouteilles. En conséquence d'avoir une croissance, il y a eu une décroissance. C'est sûr que la bière à 6 piastres, à un moment donné, ça reste 5 une bière, ben, c'est ça. Hein? Quand on exagère sur le prix, ben, à un moment donné, le marché est brisé, puis le marché de la bière artisanale, il est juste trop cher, la bière, pour qu'il y ait une croissance. Il y a une décroissance, donc l'entreprise vient de faire faillite, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de place pour laver la bière. Donc ça va sûrement amener d'autres. Quand une compagnie fait faillite, ça amène un déboulement vers les autres qui n'auront pas peut-être ce lavage de bouteilles-là, qui vont être obligés d'acheter des bouteilles neuves, des coûts supplémentaires, et c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase pour certaines microbrasseries. Hein? Bon, l'économie au ralenti, en déclin. Il y a certaines PME qui sentent l'économie en déclin et qu'il faut qu'ils acquérissent de nouveaux clients. Bien, la recherche de nouveaux clients fait partie d'un écosystème d'une entreprise et c'est tout le temps. Il y a peut-être eu des années faciles pendant la pandémie. C'est pas que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est que c'était trop facile pendant la pandémie. Avant 2019, faire l'acquisition de clients, c'était tough. Pendant la pandémie, facile. Achat local, tout le monde est là. Tu fais du bruit, tout le monde est disponible sur les réseaux sociaux, bien entendu, donc ça va bien. On peut faire notre promotion, les gens sont captifs, peuvent pas sortir, donc c'était plus facile. Maintenant, il faut faire du démarchage. Du démarchage veut dire aussi aller en ligne. Faire ce que je fais, c'est du démarchage. Je vous parle de tout et de rien. Je vous parle de ce que j'aime ça me faire les nouvelles à ma façon, mais c'est ça aussi du démarchage, ben, c'est exactement ce que les entreprises doivent réapprendre à faire. Acquérir de nouveaux clients, c'est la santé d'une entreprise qui va là. Moi, c'est un ratio que je regarde tout le temps. Moi, j'essaie d'avoir 50-50. Si j'ai trop de nouveaux clients, je me dis, j'ai pas parlé assez à mes anciens. Ils m'ont pas compris. Comment ça se fait que les nouveaux viennent, mais pas les anciens? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué un mauvais service. On doit regarder ça. Si j'ai juste des anciens, ben c'est peut-être parce que je fais pas assez de démarchage. Je suis pas assez actif, mon message passe pas, je dois revoir mon message tout simplement. Et ça, c'est une donnée que je vérifie à tous les jours parce que je l'ai de disponible grâce à Shopify.
Donc, ça fait partie et c'est normal de le faire. Donc, est-ce que l'économie est plus dure? Bien, selon l'économie américaine, au contraire, ici, on a un peu de ralentissement, mais regardez l'économie américaine. Ça vient du Figaro et c'est presque une joke. L'étonnante vigueur de l'activité américaine, bien, regardez le PIB qui a bondi à 4,9, presque, il était à plus 2,1. Le PIB américain a bondi de 4,9. C'est sûr que Biden a donné beaucoup, beaucoup d'argent avec l'Inflation Reduction Act, mais regardez que ça reprend. Énorme, là. Et regardez la photo, je vous laisse regarder. Si vous ne la voyez pas, je ne peux pas vous la décrire. Mais ils ont montré 2 Américains dans une allée. Ils devraient prendre le Ozempic. C'est ça qu'on doit se dire, c'est ça. Quelle photo! Hey, Amazon va toujours bien, hein? Amazon, quelle compagnie spectaculaire. On achète sur Amazon. Hein? Le commerce en ligne est tough. Je suis dans le commerce en ligne, mais ça va super bien, mes affaires, parce que vous me voyez hyper actif. Ben, Amazon, ça va bien. Regardez, hein? Une augmentation de 2,3% pendant que Meta tombait, Facebook tombait parmi les Magnificent Seven, là. Ben, eux autres ont monté solide, donc intéressant de voir ça. Amazon, hein? Ceux qui chialent contre Amazon sont probablement ceux qui l'achètent. L'année passée, il avait fait un bénéfice de 3 milliards. Dans le même trimestre, ils viennent de faire un bénéfice de 9,9, donc 10 milliards pour le même trimestre. Hein? Fait que, voilà. La limite sur l'élasticité des prix. Je vous en ai parlé souvent avec la soupe Campbell qui ont exagéré de la soupe tomate. Hein? Puis à un moment donné, les gens ont arrêté d'acheter la soupe tomate. Unilever a fait la même chose avec la crème glacée. Ben & Jerry's, ça leur appartient. Ils ont monté le prix de 8,2 %. Qu'est-ce qui s'est passé? Une diminution des ventes de 10 %. Il y a toujours un juste prix. Hein? Un juste prix que les entreprises doivent respecter. Au-delà de ce prix qui est dépassé là, il y a une diminution des ventes. Donc, c'est certain que, mettons comme un paquet de gomme sur le comptoir au dépanneur, ben, s'il vaut 50 cents, tu vas peut-être l'acheter tout le temps. Mais le dépanneur va laisser de l'argent sur la table parce qu'il est trop bas. Si tu le mets une pièce, peut-être une personne sur deux, là, le prix est bon, le prix est juste. Tu ne poses pas de questions, tu l'achètes. Hein? Ton même paquet de gomme, si tu le vois à 3 piastres, tu ne l'achètes plus. C'est ça. Et c'est ça que les entreprises doivent respecter. C'est ça aussi que je dois respecter. Quel est le juste prix? Hein? Quand même que j'achète maintenant du sirop bio, je ne mettrai pas bio partout sur mes affaires. Je suis pas une entreprise bio. Donc, je pourrais le faire dans le beurre d'érable que je vais vous revendre, dans les IGA ou tout ça. Mais hein, il faut que il y a un juste prix à ne pas dépasser quand même que tu mets du bio. Pourquoi le bio? Pourquoi qu'il y a du sirop bio versus du sirop non bio, il n'y en a pas? Parce que vous ne l'achetez pas. Hein? Le prix est trop élevé. Donc, le prix est juste trop élevé pour qu'on achète, que vous achetiez du sirop bio, parce que toutes les terres, toutes les érablières sont biologiques, à peu près. Il faut que tu respectes, tu n'enlèves pas toutes les essences d'arbres, et il y a le processus cahier de charge, puis il ne faut pas qu'il y ait de plomb dans tes transformations. C'est ça, la biologie là-dedans. Là. Donc, voilà, on s'en va aux insolites. Eh bien, vous vous souvenez, sans tourner le fer dans le plaie, mais il y a eu des dragons qui ont eu de la misère financièrement. Je ne suis pas à l'abri, by the way, je ne suis pas en train de tourner le fer dans le plaie à personne. Ça pourrait m'arriver aussi, hein? Sauf que je n'ai pas de dette. La seule différence, si un jour je ferme, je risque de fermer pas de dette parce que je ne m'endetterai jamais pour l'entreprise, pas toujours trouver une solution. Je suis ailleurs, j'en veux plus de dette. Hein? Je suis plus à mes débuts dans l'entreprise, puis même avec Atelka, on n'avait pas de dette. Crafter's Companion, ça appartient à une femme de Dragon's Den en Angleterre qui s'appelle Sarah Denny. Elle est là, puis elle donne des conseils à tout le monde. Eh bien, l'entreprise qui l'a emmenée au dragon est en train de la sortir des dragons parce que ça va pas bien. Elle a des dettes à côté dans le tapis. Elle s'est surendettée. Elle vend des choses de craft, là. C'est très populaire. C'est très populaire au UK, mais elle s'est trop endettée. Et le coût de l'endettement est trop élevé. Donc, un peu comme... Je ne veux pas tourner le fan en plaie, là, mais c'était ça, Caroline Néron. Hein? Un endettement, une croissance trop rapide. Et il faut laisser le temps à la croissance. Imaginez-vous que j'avais endetté à l'os pour ouvrir des marchés, puis là, je me ramasse plus de sirop d'érable. Hein? J'aurais-tu de l'herbe aux eaux? Ben, c'est ça. Hein? Donc, voilà. Hey, la ménopause, c'est pas juste sur les femmes. Hein?
Non, 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 mesdames, vous n'êtes pas seuls. Il y a certains mammifères à dents. Je ne sais pas pourquoi, ceux qui ont des dents. Ça veut-tu dire ça que les madames qui n'ont pas de dents, n'ont pas de... Non, 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 va pas là, 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 tiens. On va faire parler des gens pendant que je parle d'abord. As-tu de l'allure, ça? So far? OK, je peux parler, comme ça je peux dire des niaiseries pendant que le monde parle en background. Oui, ils ont découvert que des mammifères à dents, donc des baleines, entre autres, baleines, ont une ménopause aussi. Et ils ont une place en Ouganda. La famille Ngogo, les femmes chimpanzés, ont une ménopause aussi vers les 40-50 ans, à peu près au même moment. Et normalement, dans les autres tribus de singes, je ne sais pas si c'est une tribu, là, colonie, autant béni des colonies, moi, monsieur, j'ai volé. Ça, c'est Michel Sardou, qui était hier au Centre Bell, j'ai pas été. Ils sont ménopausés aussi et ils passent au travers parce que souvent, quand tu es plus reproductif, la plupart des autres, des autres animaux meurent après. Ils sont reproductifs toute leur vie, quand ils ne sont plus, ils meurent. Un peu comme la pieuvre. Donc, et dans cette colonie-là, ils le sont, sauf que ils veulent rien savoir des grands-mères. Les bébés de leurs enfants, là, ils s'en occupent pas, alors que dans d'autres tribus, ils s'en occupent parce qu'ils sont encore capables d'accoucher. Quand ils perdent la capacité de se reproduire, ils perdent aussi la capacité de vouloir s'occuper d'un autre enfant. Ça se pourrait-tu se divorcer à cause d'un enfant laid? Mais c'est arrivé en Chine. Il y a un monsieur qui a marié une madame. Oh, ils s'aiment, ils font un bébé. Hein? Le bébé, il vient au monde. Il dit, écoute, c'est pas le mien, ça. Il est laid à tabarnane, puis toi, t'es belle. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Fait qu'il pensait qu'elle s'était trompée. Ben non. Il a dit, écoute, parce que j'étais tellement laide, j'ai fait tellement de chirurgie pour ressembler à ce que je suis. Fait que il s'est divorcé d'elle parce que le bébé était trop laid. Ben, c'est ça. Hein? Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci d'être toujours présent, de m'écouter quand ça va bien, de m'écouter quand ça va mal. Ça va pas mal. C'est juste des embûches, mais c'est ça la vie entrepreneuriale et c'est ce que vous suivez aussi. Hein? Vous suivez un entrepreneur au travers son parcours, qui va bien, qui va mal. On s'en va quelque part, idéalement vers le haut, mais pour se rendre vers le haut, c'est comme une action. Hein? Il y a des petits moments qu'on descend un petit peu pour ça. Hein? Toujours s'améliorer. Chaque coup dur, il faut trouver s'améliorer, trouver une solution. Et c'est en plein ce que je suis en train de faire, puis je vais la trouver, bien entendu. Il y en a toujours des solutions. Hein? Tout le temps, tout le temps. Hey, bien, merci d'être là. Bonne journée tout le monde.